Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Donc le pauvre Paul, évidemment, se pose des questions sur son ascendance. Du vivant de sa mère, il est tenu complètement à l'écart des affaires, parce s'il prenait l'influence, il pourrait la mettre de côté, donc elle est complètement, il est annulé. Bon. Et il arrive sur le trône, et sa première initiative, c'est de désavouer sa mère, puisqu'il fait faire des funérailles solennelles à son père. Ouais. Il les fait réunir, les assassins de son père, ou les assassins présumés, doivent tenir les insignes royaux pendant les obsèques. Hein, et il fait réunir Catherine et son époux dans le même tombeau. Hein. Bravo, il a tout compris. Et lui-même, alors toujours pour s'inscrire contre ça, lui-même, c'est lui aussi, comme les autres, un grand admirateur de Frédéric de Prusse, et donc il remet l'armée à l'école prussienne, ce qui provoque de nouveau un vif mécontentement. Évidemment. Et victoire posthume de Catherine, parce qu'on suppose qu'elle aurait voulu le déshériter pour mettre son petit-fils Alexandre directement sur le trône, et en 1801, nouvelle conspiration, nouvel assassinat, Pierre III est assassiné, et c'est bien Alexandre qui monte sur le trône, et la première initiative d'Alexandre, quand il fait son manifeste d'accession au trône, c'est de dire « Je vais gouverner suivant les lois et les habitudes de ma vénérée grand-mère Catherine la Grande ». Ça, c'est formidable. Ouais. Grande travailleuse, vous le disiez, vous le dites hein, dans le livre, elle travaillait beaucoup. Elle travaillait beaucoup avant d'être déjà, elle lisait beaucoup avant d'être impératrice. Il n'y a pas de secret. C'est quand on travaille. C'est très différent du système français. Dans le système français, le roi tient des conseils. Ouais. Donc il y a un peu de palabre. Et là, pas du tout. C'est un système pas correct. C'est-à-dire que les ministres envoient des mémoires, on leur répond en marge, il y a des échanges de correspondance, mais il n'y a pas de conseil des ministres comme on connaît en France. C'est quoi? C'était comme Mitterrand, vu ou même plus, même des annotations, des instructions. C'est le gouvernement de despote éclairé. Napoléon gouvernera aussi beaucoup comme ça. Hein. Exact, j'allais le dire. J'allais demander si Catherine aurait pu être un modèle pour Napoléon, peut-être pas quand même. Non, le modèle de Napoléon, c'est Frédéric. C'est Frédéric. Oui, lui-même, on peut même dire qu'il singe Frédéric, même dans sa façon de se vêtir, sur sa tombe, etc. Sur son tombeau, effectivement. Après elle, est-ce qu'il y a eu un autre grand tsar, empereur Alors, on peut parler d'Alexandre, parce que c'est le vainqueur de Napoléon, oui. Mais en revanche, du point de vue des réformes intérieures, il n'y a pas grand-chose. Il est très hésitant. Lui aussi s'inscrit dans les Lumières, mais finalement ne fait rien parce qu'il ne veut pas sacrifier l'autocratie. Les successeurs sont des souverains qui ont eu leur qualité, mais il n'y a pas ce côté visionnaire qu'on a chez Pierre ou chez Catherine, c'est sûr. Et il y aura la Russie n'est pas du tout fixiste au XIXe siècle. Elle évolue, les classes moyennes commencent à émerger, mais tout ça va trop lentement. Est-ce qu'il y a chez les Russes une volonté de garder les icônes, par exemple Nevski est très fort et a toujours été très fort et on n'a pas attendu la Deuxième Guerre mondiale pour le mettre en avant. Est-ce que Catherine est encore vénérée? Alors il y a une éclipse. Alors, donc les grands souverains qui au début du XXe siècle étaient posés en exemple, c'était Alexandre Nevski, c'était Pierre le Grand, c'était Catherine la Grande. Évidemment, tout ça s'arrête avec la Révolution d'Octobre. Oui, bien sûr. Il y a une éclipse dont tous les souverains sont mis à l'écart, sont considérés comme des tyrans, mais ça ne dure qu'une dizaine d'années. Et dès que Staline installe un pouvoir personnel, on revient au nationalisme russe et on remet en valeur les Ivan le Terrible, les Pierre le Grand, les Catherine. Et d'ailleurs, quand vous regardez le cinéma soviétique, vous avez des films où Catherine est présentée de façon positive. Notamment les films qui parlent de l'expansion militaire. Quand vous dites les films soviétiques, c'est comment il s'appelle, Eisenstein? Alors Eisenstein, c'est pour Ivan le Terrible, mais par exemple, il y a des films dans les années 60 à la gloire d'un personnage inconnu en France qui est l'amiral Ushakov. C'est un des amiraux qui a défait les flottes ottomanes sur la mer Noire. Et donc là, vous avez des scènes où vous voyez Catherine en majesté recevant Potemkin, son amant qui a été un des grands concurrents du sud de l'Ukraine, et on voit l'amiral Ushakov allant discuter avec Catherine, allant discuter avec Potemkin. Et voilà, on présente, il y a une grande fierté à cette période, dans cette deuxième période soviétique, des succès, parce qu'on sait qu'on est les héritiers de cet impérialisme russe. On a besoin de mythes, en fait, quel que soit le pays, on a besoin bien sûr. Donc elle est remise déjà en valeur dans la deuxième période de l'Union soviétique, et puis après la chute de l'Union soviétique et l'instauration du régime poutinien, alors là, au contraire,
on met beaucoup en valeur ces personnalités. Et par exemple, quand Poutine annonce solennellement l'annexion des 4 oblasts du sud de l'Ukraine, Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhia, eh bien, il prend comme justificatif les conquêtes de Catherine et de Potemkine, qu'il cite nommément dans son discours, puisque il est de ceux qui considèrent que l'histoire crée des droits sur des territoires. Il y a des droits historiques sur des territoires. Donc, un endroit où vous avez posé vos armes et votre drapeau, mais il est légitimement possible de le revendiquer. Ouais, ça pourrait être l'objet d'un débat. Est-ce que c'est une bonne question d'ailleurs? Est-ce que l'histoire donne des droits? Alors, en Occident, nous l'avons longtemps cru, et nous ne le croyons plus. Maintenant, nous pensons que c'est la volonté des habitants qui doit faire. Là. Mais c'est pas. D'abord, je pense que c'est pas une vision majoritaire dans le monde. Ouais. Et en Russie, c'est pas du tout nécessairement compris comme ça. C'est passionnant, en tout cas, absolument passionnant. Ce livre fait 100 pages, je crois quasiment tout juste. C'est remarquablement écrit. C'est simple à comprendre parce que c'est pas simple à imaginer au départ. Hein. C'est compliqué comme histoire. Hein. Il a fallu que je m'accroche. Il faut dire l'essentiel. Mais c'est vraiment bien. Ouais. Et justement, il y a l'essentiel. Il y a une belle bibliographie. C'est un vrai livre d'historien. Vous êtes formidable. Logiquement, ça doit pouvoir se lire en 1 heure, 1 heure et demie. J'ai mis un peu plus de temps. J'ai pris des notes. Et heureusement, hein, comme je disais, il y a beaucoup quand même d'informations. Et ça, c'est bien, notamment sur toute la généalogie, parce que c'est pas simple. J'avoue que j'avais un peu oublié, mais quelle belle histoire. Et c'est vrai que je devrais faire plus d'émissions sur la Russie parce que elle joue quand même, elle touche quand même notre histoire. Et ça devient une histoire. C'est une histoire que longtemps on a regardée comme très romanesque, un peu dans la tradition des romans de Troya, si vous voulez. Bon. Mais au fond, on ne peut pas comprendre la vie internationale sans remonter au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle. Je pense. L'erreur, c'est de croire que tout se détermine à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Ça n'est pas vrai. La guerre d'Ukraine nous montre le contraire. Absolument, je suis tout à fait d'accord. On est d'accord aussi que c'est ce qu'on appelle la dynastie des Romanov. Oui. Quand même, hein, ils sont toujours sous les Romanov. Alors, on est toujours sous les Romanov, sauf qu'à la fin, ils ont 95% de sang allemand et 5% de sang Romanov. Au mieux, s'il n'y a pas eu des épouses infidèles et des. Oui, parce que ça, c'est... Mais non, on est bien dans cette dynastie des Romanov qui est élu au trône par l'Assemblée du pays en 1613 et qui disparaît en 1917 avec l'abdication de Nicolas II. Et la tuerie des Carétrenbourg. Bien entendu. Enfin, il y a encore des Romanov aujourd'hui, parce que donc il y avait toute une série de grands-ducs. Oui, beaucoup sont tombés sous les balles des bolcheviks, mais certains se sont échappés et maintenant ils ont essaimé à travers le monde. Vous avez des Romanov en Europe, en Amérique, etc. Et ça crée des légendes et des jolis mythes, là encore. Je suis assez d'accord. Vous êtes sur un autre livre actuellement? Oui, je prépare une biographie de Frédéric le Grand. Et ben voilà, c'est logique, on fait le lien. Vous êtes formidable, Thierry Sarment. Merci beaucoup d'être venu, de nous avoir vraiment éclairé, parce que tout seul, j'aurais pas pu faire une émission sur Catherine II de Russie. Merci à vous. Et prochain livre, je vous reçois avec grand plaisir. Merci. Merci. Timeline, Richard Fremder.